Bonjour pour un nouveau cours concernant les SVT pour le deuxième baccalauréat PC et SVT. Toujours concernant la deuxième unité, information génétique et génie génétique. Premier chapitre, on est toujours dans la recherche de la concept de l'information génétique et on va chercher une nouvelle problématique. Au cours de la mitose, l'information génétique est transmise de la cellule mère aux cellules filles par les chromosomes, qui sont le support physique de cette information génétique et dont le nombre est constant. On constate que les individus de la même espèce sont différents, bien qu'ils ont le même karyotype, et différents aussi des autres espèces, bien qu'ils contiennent tous des chromosomes. On va poser ici la problématique. Donc, quelle est la nature chimique de l'information génétique? Tous ces animaux ont des chromosomes et pourtant ils sont différents. Donc pour comprendre cette différence, on va chercher quelle est la nature chimique de l'information génétique. On commence par la première activité, recherche de la nature chimique bien sûr de l'information génétique et sa mise en évidence. Il y a 3 expériences, l'expérience de Griffith, d'Avery et de Chase. Pour l'expérience de Griffith, en 1928, le microbiologiste anglais Griffith travaille sur le pneumocoque Streptococcus pneumoniae, une bactérie pouvant causer une pneumonie mortelle chez l'homme. Il isola une souche S pour smooth, qui est la variété normale qui forme des colonies lisses et brillantes avec une capsule externe, et une souche R pour rouge, qui est une variété sans capsule externe et constitue des colonies rugueuses. Il utilisa les 2 souches dans ses expériences dans le but de chercher un vaccin contre la pneumonie. Les expériences de Griffith et ses résultats sont présentés dans le document suivant. Donc voilà ces expériences et voilà les 2 types de bactéries, les souches R et les souches S. S, ils ont une capsule. Par contre, les autres n'ont pas de capsule. L'expérience de Avery. En 1944, pour révéler la nature des principes transformants supposés par Griffith, Avery disposait d'enzymes capables d'éliminer un à un les principaux constituants de la cellule bactérienne, à savoir les protéines et 2 types d'acides présents dans le noyau, l'acide ribonucléique ARN et l'acide désoxyribonucléique ADN. Ils ont repris l'expérience de Griffith avec une légère variante. Ils ont broyé les bactéries S mortes, brisées en morceaux et traitées avec des enzymes digestifs avant de les mélanger avec R vivante. Les résultats de ces expériences sont résumés dans la figure suivante. Expérience de Chase. En 1957, remarquez l'évolution des expériences. Le bactériophage est un virus qui se multiplie aux dépens de la bactérie infectée. Ils ont inséré le phosphore radioactif dans l'ADN viral et le soufre radioactif dans les protéines virales afin de détecter le transfert de chaque type de molécule biologique dans une cellule bactérienne infectée. Les résultats sont résumés dans le document suivant. Sachez bien que ces expériences ont été faites dans des dates bien précises et séparément les uns des autres, 1928, 1944 et 1957. Vous avez ici comme question exploiter les données et les résultats des expériences du document 1, expérience de Griffith, pour expliquer les résultats obtenus. Deuxième question, formuler une hypothèse pouvant expliquer l'apparition de bactéries S vivantes dans le corps de la souris numéro 4. Griffith propose l'explication suivante. Il y a eu transformation des bactéries R en bactéries S virulentes. Que veut dire Griffith par transformation bactérienne? En se basant sur les résultats des expériences réalisées par Avery, document numéro 2, et Chase, document numéro 3, montrer comment les résultats obtenus permettent de confirmer l'idée de Griffith et conclure quant à la nature de l'information génétique. À partir des documents étudiés, expliquer comment se fait cette transformation de R vivante en S vivante en présence de S tuée.
Donc, n'oubliez pas d'arrêter la vidéo, essayez de répondre aux questions et bien sûr la redémarrer pour comparer vos réponses. Alors, pour vous aider, je vais agrandir un peu les images pour chaque expérience pour que vous travaillez à l'aise. Ça, c'est pour le document numéro 1 concernant les travaux de Griffith. Vous voyez, quand elle a injecté la bactérie S seule, la souris est morte. La bactérie R n'entraîne pas la main de la souris. On chauffe les bactéries S, puis on les injecte à une souris, elles restent vivantes, donc les bactéries sont mortes. Et lorsqu'on mélange les bactéries mortes avec les R vivantes, on voit que la souris est morte. Pour la deuxième expérience, lorsqu'il prend la bactérie S, remarquez la capsule morte plus R vivante, il les injecte à un animal, la souris elle est morte. Mais lorsque on traite de ces bactéries broyées avec la déinase, on ajoute R, on injecte à une souris, la souris reste vivante. Par contre, lorsqu'on utilise une protéase ou une aérénase qui élimine l'ARN ou les protéines, on les ajoute à R vivante, on les injecte à une souris, on constate que la souris est morte. Pour l'expérience de Chase, voilà ce qu'il a fait. Donc remarquez ici, la couleur diffère parce qu'on a traité l'ADN marqué au phosphore 32 et aussi la capsule virale marquée au soufre radioactif, bien sûr. Et remarquez les résultats que vous avez ici. Donc, maintenant, on va chercher les réponses. Première question, exploiter les données et les résultats d'expérience. L'expérience de Griffith, réponse 1. L'injection de quelques bactéries de type S à la souris 1 provoque sa mort. Donc, les bactéries S sont pathogènes et virulentes. Restent vivantes dans le cadavre de l'animal, c'est-à-dire les bactéries restent vivantes dans le cadavre de l'animal. L'expérience numéro 2, l'injection de quelques bactéries de type R à la souris numéro 2 ne provoque pas sa mort. Ça prouve que les bactéries R ne sont ni pathogènes ni virulentes. En plus, on ne les trouve pas dans le corps de la souris. L'expérience numéro 3, l'injection des bactéries S tuées à la chaleur ne provoque rien. Donc la chaleur fait perdre les bactéries S leur virulence, détruit leur capsule. En plus, on ne les trouve pas dans le corps de la souris. Expérience numéro 4. L'injection de la souris 4 d'un mélange de bactéries S tuées par la chaleur et des bactéries R vivantes entraîne sa mort et présence des bactéries S dans le cadavre de la souris qui sont vivantes. Formuler une hypothèse pour expliquer l'apparition de bactéries S vivantes dans la quatrième expérience de Griffith. Peut-être que la bactérie R vivante s'est transformée en bactérie S vivante. Peut-être que la bactérie R vivante a pris la capsule de S morte pour devenir S virulente vivante. La troisième question, on demande, Griffith propose l'explication suivante, il y a eu transformation des bactéries R en bactéries virulentes. Que veut dire Griffith par transformation bactérienne? La transformation bactérienne veut dire que la bactérie R vivante non virulente est devenue S vivante, donc devenue capable de fabriquer la capsule protectrice, c'est-à-dire qu'elle a acquis le caractère de S qu'elle n'avait pas auparavant. Pour expliquer tout ça, on va voir la réponse 4, en se basant sur les résultats des expériences réalisées par Avery et Chase, montrer comment les résultats obtenus permettent de confirmer l'idée de Griffith et conclure quant à la nature de l'information génétique. Donc, d'après les résultats des expériences d'Avery, on constate que, en présence des protéases, enzymes qui détruisent les protéines, et aérénases, les enzymes meurent. En présence des adénases, enzymes qui détruisent l'ADN, les souris survivent. Ces résultats montrent que c'est l'ADN qui a provoqué la transformation bactérienne, responsable de l'apparition du caractère distinctif entre les deux bactéries, c'est-à-dire la virulence et apparition de la capsule. Donc le facteur transformant proposé par Griffith est l'ADN, acide désoxyribonucléique. D'après l'expérience de Hershey-Chase, on constate que les virus, pour se multiplier, ils introduisent dans la bactérie infectée leur ADN viral. Donc on conclut que la nature chimique de l'information génétique est l'ADN. À partir de documents étudiés, expliquer comment se fait cette transformation.
comment se fait cette transformation de R vivante en S vivante en présence de S tué? On a vu que la transformation de pneumocoque R vivant en pneumocoque S vivant se manifeste par l'acquisition de l'ADN ou d'une partie de l'ADN de la bactérie S morte par la chaleur, par la bactérie R vivante, ce qui lui a permis de synthétiser la paroi polysaccharide et devenir S vivante, virulente. Ceci confirme que l'ADN est le support de l'information génétique. C'est-à-dire que la bactérie S qu'on a ici, elle a une capsule et elle a morceau d'ADN qui est responsable de la capsule. Lorsqu'il a été tué, c'est-à-dire détruit, ce morceau d'ADN a été transféré vers la bactérie R, n'avait pas, d'accord? Donc il va être inclus dans son ADN et ainsi lui permettre de synthétiser la capsule. Et ainsi, la bactérie R va devenir la bactérie S vivante. Conclusion. La nature chimique de l'information génétique est l'ADN. Donc l'ADN est le support de l'information génétique chez tous les êtres vivants eucaryotes et procaryotes. C'est une molécule universelle. Alors, puisque l'ADN c'est une molécule universelle et est le support de notre information génétique, plusieurs questions peuvent se poser. Avez-vous déjà entendu parler de l'ADN? Vu que nous sommes jumelles, avons-nous le même ADN? La différence de couleur est-elle due à notre ADN? Notre caractère est-il inscrit dans notre ADN? Ma différence, mon handicap, ma maladie, est-ce que c'est un défaut dans mon ADN? Donc, toutes les personnes, tous les individus, toutes les espèces animales, végétales ont ADN. Bien sûr, on peut se poser des questions. Quelle est la composition de l'ADN et quelle est sa structure? C'est pour ça qu'on va étudier maintenant l'ADN, sa composition et sa structure. Et on commence par sa composition. Mise en évidence de la composition de l'ADN. Document 1. Extraction chimique de l'ADN. En 1869, Micher, médecin suisse, isola une substance qu'il a appelée la nucléine à partir de gros noyaux de globules blancs provenant de bandages chirurgicaux souillés par du pu. Et la figure ci-contre montre comment extraire l'ADN d'une banane. Document numéro 2. Composition chimique de l'ADN. L'hydrolyse enzymatique totale de l'ADN permet de libérer et d'identifier les différentes molécules représentées dans les figures suivantes. L'hydrolyse partielle de l'ADN permet de libérer des unités appelées nucléotides. Donc on a ici une hydrolyse totale et une hydrolyse partielle. Les questions: déterminer la composition chimique de l'ADN, trouver les différentes sortes de nucléotides et proposer une hypothèse sur la structure de l'ADN. Avant de continuer le cours, on va voir cette photo pour expliquer comment peut-on extraire l'ADN. Donc on prend la banane, on la coupe, on l'écrase et on la filtre. On ajoute de l'eau salée, on la filtre encore, on ajoute des produits tels l'alcool à 70 degrés, glacé, puis on laisse reposer et ainsi on va voir cette pelote de filaments qu'on appelle l'ADN. Voilà une vidéo. Remarquez ici, on a écrasé la banane. On va bien sûr l'écraser. Je vais accélérer un peu. Donc, on mélange. On ajoute les produits, c'est-à-dire l'alcool, etc. On mélange toujours. On filtre. Et voilà, remarquez ce qu'on va avoir. C'est-à-dire ce sont les produits qu'on va ajouter. Et voilà. Donc c'est cette pelote de filaments
blanche qui est à la surface surnageante, ce sont les molécules d'ADN. On va répondre aux questions. Si déterminer la composition chimique de l'ADN. Alors si on voit ce document-là, qu'est-ce qu'on constate? L'électrolyse totale permet de libérer et identifier les différentes molécules composant l'ADN. Donc on a ici un sucre qu'on appelle le désoxyribose, c'est-à-dire un ribose à 5 carbones, 1, 2, 3, 4 et 5 carbones, un acide phosphorique et des bases azotées. Il y en a 4. L'adénine, qu'on va représenter par A, la thymine par T, la guanine par G et la cytosine par C. Alors que l'hydrolyse partielle a montré qu'il y a libération d'unités appelées nucléotides. Voilà un nucléotide. Donc un nucléotide, c'est un composant qui est formé de trois molécules, acide phosphorique, le sucre désoxyribose et une des bases azotées. C'est ça ce qu'on appelle un nucléotide. Donc, comme première réponse, l'hydrolyse enzymatique totale de l'ADN permet de libérer ces différents constituants, qui sont de 3 types de molécules. Un acide phosphorique, H3PO4, qu'on va représenter par P, un sucre en C5, c'est-à-dire un pentose, le désoxyribose C5H10O4, on va représenter avec un D, et 4 types de bases azotées, l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine, qu'on va représenter par la première lettre. L'examen de ces bases azotées montre qu'ils se ressemblent 2 à 2, les purines et les pyrimidines. Les purines sont les adénine-guanine, adénine-guanine. Vous voyez, il y a 2 cycles, ils sont identiques. Donc, ce sont des purines et les pyrimidines, ce sont les cytosines et la thymine, sont bien sûr à un seul cycle. L'hydrolyse partielle de l'ADN permet de libérer des unités appelées nucléotides. Un nucléotide est composé par l'assemblage d'un acide phosphorique, d'un sucre, désoxyribose et une des 4 bases azotées. Donc un nucléotide est égal à P, c'est-à-dire l'acide phosphorique, plus le désoxyribose et une base azotée. On nomme monomère les nucléotides et polymères la molécule qui leur a donné naissance. Trouvez les différentes sortes de nucléotides. Donc, puisque chaque nucléotide contient un sucre désoxyribose, un D, un acide phosphorique, P, et une des 4 bases azotées, et par conséquent, il y a 4 types de nucléotides différents. La thymosine, T, qui porte la thymine, l'adénosine, A, qui porte l'adénine, la guanosine, G, qui porte la guanine, et la cytonine, C, qui porte la cytosine. Voilà donc les 4 nucléotides. Vous voyez bien qu'il y a l'acide phosphorique et le sucre. Ils sont tous identiques, mais diffèrent au niveau des bases azotées. Donc il y a 4 nucléotides. Proposez une hypothèse de la structure de l'ADN. Donc comme on a vu, l'ADN comporte seulement 4 types de nucléotides. Guanine, cytosine, thymine, guanine. Si tous les êtres vivants ont un ADN qui est composé de 4 éléments, donc on doit être identique, on doit être semblable. Alors pour cela, proposez une hypothèse sur la structure de l'ADN. Peut-être que l'ADN est une très longue molécule linéaire obtenue grâce à la succession de différents nucléotides. C'est un polymère de nucléotides reliés par des liaisons entre les groupements phosphates, c'est-à-dire que ces éléments, les 4 nucléotides, il n'y a pas seulement un pour chaque ADN, mais un ADN peut comporter plusieurs. Voilà, A, G, C, G, T, T. Vous voyez? Donc il y a une succession de nucléotides pour former ce qu'on appelle un ADN. Donc on suppose maintenant que l'ADN n'est qu'une longue molécule qui est linéaire. Après avoir déterminé la composition, on va chercher maintenant à vérifier notre hypothèse en déterminant la structure de l'ADN à partir des travaux de certains chercheurs tels Chargaff, Franklin Wilkins et Watson et Crick.
pour Chargaff. En 1950, le biochimiste américain Chargaff a réussi à quantifier en pourcentage les nucléotides TGCA de l'ADN d'une cellule chez différentes espèces. Les résultats sont présentés par le tableau suivant. Remarquez le tableau. Donc chez l'homme, le bœuf, le blé, la levure, le bacille, c'est-à-dire bactéries, il a compté le nombre de A, de G, de T, de C, bien sûr, après hydrolyse totale de ces éléments-là. Et le tableau, on demande de faire ces opérations A sur T, c'est-à-dire le nombre de A sur le nombre de T, G sur C, A plus T sur G plus C, A plus G sur T plus C. Pour les travaux de Franklin Wilkins, il réalise des clichés au rayon X de l'ADN sous forme hydratée et grâce à sa radiographie par diffraction de rayon X, il démontre que l'ADN possède une structure hélicoïdale et que les squelettes des oxyriboses phosphates sont à l'extérieur de la double hélice. Donc voilà l'expérience qu'a fait Rosalind Franklin lorsqu'elle a fait la radiographie. Remarquez ce qu'on a obtenu. Donc, s'il était linéaire, il va y avoir seulement un point. Mais on a ici comme un cercle, et il y a ici 4 traits. Donc, on suppose que la molécule d'ADN a une forme hélicoïdale. Vous voyez? Donc, ce sont les rayons. Voilà, ce sont les rayons X utilisés pour déterminer la structure de l'ADN. Pour Watson et Crick, en 1953, ils ont assemblé tous ces résultats et ils ont eu prix Nobel de médecine. Ils ont proposé un modèle de la molécule d'ADN qui précise le mode d'association des nucléotides comme le montrent les figures suivantes. Alors pour mieux comprendre l'évolution de ces expériences et les résultats, on va répondre aux questions, compléter les données du tableau, comparer les valeurs de A sur T et G sur C ainsi que peut-on conclure? Exploiter les données du tableau pour établir une relation entre les pourcentages des bases azotées A et T d'une part et ceux des bases azotées G et C d'autre part. Utiliser ce constat pour formuler une hypothèse sur la structure de la molécule d'ADN. En utilisant les données des documents 2 et 3, expliquer comment les nucléotides sont organisés dans la molécule d'ADN et montrer que cette organisation confirme l'hypothèse émise dans la question précédente. Donc, comme toujours, arrêtez la vidéo, essayez de répondre aux questions et comparez les résultats après. Alors, si on commence, compléter le tableau. Donc, le tableau, voilà, on le complète. A sur T, voilà les résultats, G sur C, etc. Deuxième question, comparer les valeurs. Alors, si on compare les valeurs, remarquez, le A sur T, ils sont presque égales à 1. G sur C, presque est égal à 1. Donc, montre que les rapports A sur T et G sur C, ainsi que le rapport A plus G sur T plus C sont proches ou égales à 1, et que c'est une valeur constante chez toutes les espèces. Ceci montre que chez toutes les espèces, la quantité de nucléotides A est équivalente à la quantité de nucléotides T, et la quantité de nucléotides G est équivalente à la quantité de nucléotides C. On conclut que dans l'ADN, le nombre de nucléotides A est égal à ceux de T, et ceux de C est égal au nombre de G, qui sera une caractéristique de l'ADN. Par contre, le rapport A plus T sur C plus G est variable d'une espèce à une autre, ce qui représente une caractéristique de l'espèce. Pour exploiter ces résultats, on s'est donné, qu'est-ce qu'on peut conclure? Chez toutes les espèces étudiées, pour que le nombre de nucléotides A est égal à T soit égal à T et le nombre de nucléotides G soit égal à C, on doit impérativement lier les A au T et les C au G. Et on dit qu'il y a une complémentarité entre les nucléotides A avec T et C avec G. Cette complémentarité des nucléotides explique que le rapport A plus G sur T plus C soit égal à 1, chez toutes les espèces bien sûr, et que dans la molécule d'ADN, l'ordre des nucléotides le long d'une chaîne doit varier selon les espèces, ce qui explique que le rapport A plus G
A plus T sur G plus C soit différent de 1 et il est caractéristique des espèces. Formuler une hypothèse maintenant concernant la structure. Tout à l'heure, on avait dit que l'ADN a une structure qui est linéaire. Maintenant, on pose ou fait l'hypothèse, on propose que la molécule d'ADN est formée de deux brins de nucléotides complémentaires qui se font face et doivent être reliés par des liaisons. Voilà qu'on peut dire. Il y a deux brins d'un ensemble de nucléotides qui se font face. C'est-à-dire les A est devant B, G est devant C, C est devant G, etc. Donc on dit que ce sont des brins qui sont complémentaires. Donc on propose que la molécule ADN est formée de deux brins de nucléotides complémentaires qui se font face et doivent être reliés par des liaisons. Les liaisons sont des liaisons hydrogènes. Au niveau de l'ADN, les nucléotides ne forment pas une chaîne simple, mais plutôt deux chaînes de nucléotides parallèles et complémentaires. Question numéro 5. Donc on vous demande, d'après toutes ces données, expliquer comment les nucléotides sont organisés. Alors si on voit le modèle proposé par Watson et Crick, remarquez la structure. Elle n'est pas linéaire, mais elle est hélicoïdale, ce qu'a proposé Franklin. Les travaux de Franklin montrent que l'ADN présente une figure en croix, caractéristique des structures en double hélice, alors que Watson et Crick, 1953, ont proposé un modèle de la molécule d'ADN qui précise le mode d'association des nucléotides et respecte les caractéristiques de l'ADN, qui est composé de deux brins de nucléotides dont les bases puriques AG et les bases pyrimidiques TC ont une structure spatiale qui se complète et permet la formation de liaisons hydrogènes entre les deux bases complémentaires, deux liaisons entre A et T et trois liaisons hydrogènes entre C et G. Dans le document. Entre C et G, il y a 1, 2, 3 liaisons hydrogènes et entre A et T, il y a seulement 2 liaisons hydrogènes. Ce qui explique pourquoi le rapport A sur T et G sur C est égal à 1. Le polymère est fait d'un squelette phosphate-sucre sur lequel sont branchées les bases azotées. On a le phosphate et le sucre sur lesquels sont branchées les bases azotées. C'est la structure primaire. Il possède une extrémité dite 5' qui comporte un groupement phosphate et une extrémité dite 3' qui ne comporte pas. La chaîne de monomères est donc orientable. Par convention, on place l'extrémité 5' à gauche dans toutes les séquences présentées horizontalement. C'est-à-dire, on va voir ça dans les exercices. Les deux brins de nucléotides de l'ADN sont enroulés en spirale, l'un autour de l'autre. L'un des brins est orienté droit 5' vers 3', l'autre inversé 3', 5', d'où la structure en double hélice anti-parallèle. Remarquez ici, on a ce brin. On commence par 5' et se termine par 3'. Par contre, l'autre commence par 3' et se termine par 5'. Donc, il y a orientation qui est anti-parallèle. Et on parle de structure en double hélice anti-parallèle. Comme info, le 2-désoxyribose occupe une place importante dans la structure du nucléotide. Ainsi, le carbone 1, remarquez, ça c'est un nucléotide. Là c'est le sucre désoxyribose. Là c'est le carbone 1, 2, 3, 4 et 5. Le carbone 1 se lie à la base azotée. Remarquez, la base azotée, il est lié au carbone 1. Par contre, par le carbone 5', il se lie au groupe phosphate du même nucléotide. Le même nucléotide, le carbone numéro 5, est lié à l'acide phosphorique. Et par le carbone 3', il se lie au groupe phosphate du nucléotide voisin. Voilà, 3', il se lie au groupe phosphate du nucléotide voisin. Et le nucléotide dont le phosphate n'est pas lié à aucun autre nucléotide définit l'extrémité 5'. Donc là, c'est 5', et là, on a 3'. L'assemblage entre les nucléotides pour former le squelette de chaque brin d'ADN se fait par des liaisons phosphodiester,
Ces liaisons covalentes lient le carbone 3' du pentose d'un nucléotide avec le carbone 5' d'un autre pentose dans le nucléotide suivant dans la séquence. Vous voyez, donc 3' se lie à un phosphate, le phosphate se lie à un carbone 5. Donc ça c'est un nucléotide et ça c'est un nucléotide. Il se lie par 3', des liaisons qui sont phosphodiester. Conclusion. Donc l'information génétique des individus de toute espèce eucaryote est présente dans le noyau de leurs cellules sous forme de chromosomes qui sont transmis aux cellules filles lors de la mitose et dont la nature chimique est l'ADN, molécule chimique composée de la succession des nucléotides en deux brins antiparallèles et qui sont des reflets l'un de l'autre. Donc l'information génétique est définie par une séquence nucléotidique, c'est-à-dire une succession ordonnée des nucléotides, nombre et ordre des nucléotides. L'ADN est donc le support de notre patrimoine génétique. Les dimensions de l'ADN, les voilà. On a une molécule d'ADN dont les dimensions sont, il a un diamètre de 2 nanomètres et un pas de 3,4 nanomètres, sachant que un pas ADN comporte 10 paires de bases azotées. 10 paires de bases azotées, on appelle ça un pas, il a une dimension de 3,4 nanomètres. C'est-à-dire que l'espace entre deux bases azotées qui se suivent est de 0,34 nanomètres. On peut se poser des questions. Si le chromosome est le support physique de l'information génétique, matérialisée par la molécule d'ADN, qui est sa nature chimique, alors quelle est la relation entre le chromosome et l'ADN? Pour l'activité numéro 3, quelle est la relation entre l'ADN et chromosome, c'est-à-dire la chromatine, et l'information génétique? On a ici la chromatine, on a ici le chromosome. Comme on a vu dans la division, on avait la chromatine, au cours de la division, on a le chromosome. Puisque le chromosome est le support de l'information génétique, et maintenant on dit que l'ADN est la nature chimique de l'information génétique, donc quelle est la relation entre la chromatine, le chromosome et l'ADN? Nous avons découvert dans les activités précédentes que l'information génétique des individus est présente dans le noyau de leurs cellules, et ce sont les chromosomes qui portent cette information, et que l'ADN en est la nature chimique. Pour mettre en évidence la relation entre les chromosomes et l'ADN, on exploite les documents suivants. Document 1. Observation de cellules colorées. Pour identifier la présence d'ADN dans une cellule, on réalise des observations microscopiques colorées avec du vert de méthyle. Des cellules de la bouche humaine ou des cellules de plantes, cellules d'oignon, ont été observées avec cette coloration. La figure montre que d'autres cellules colorées au moment de division des cellules, figure B. Document numéro 2. La composition chimique du chromosome. Le chromosome métaphysique présenté dans les figures a subi un traitement particulier. Des enzymes digestifs ont démantelé certaines protéines du chromosome, ce qui disloque sa structure et libère un long filament. Voilà le chromosome disloqué et libère un long filament. Les études biochimiques ont montré que le chromosome est constitué de protéines telles les histones, autour desquelles s'enroule un long filament d'acide désoxyribonucléique qui est l'ADN, en plus de protéines non histoniques. Voilà. Donc on a orange, ce sont les protéines histones, et en vert, c'est le brin d'ADN. Document numéro 3. Les chromosomes sont visibles au microscope en mitose et semblent disparaître lors de l'interphase, comme on a vu au cours de la mitose bien sûr, mais restent sous forme de chromatine. Le programme génétique est tout le temps présent dans la cellule. Donc on passe ici de l'interphase vers la métaphase, c'est-à-dire le début de la division cellulaire. Alors comme question, première question, d'après le document 1, quelle hypothèse peut-on formuler concernant la relation entre chromosome et ADN?
Deuxième question. Les résultats présentés par le document 2 confirment-ils l'hypothèse proposée? Utilisez le document 3 pour expliquer les différents aspects du matériel génétique lors d'un cycle cellulaire. Arrêtez la vidéo pour répondre, etc. Donc, si on commence par la première question, proposer l'hypothèse. Que peut-on formuler? Lorsqu'on utilise la coloration, c'est-à-dire le colorant et le vert de méthyle, on constate que le noyau est devenu vert, et même au cours de la division, il y a de la coloration verte dans différentes cellules, soit dans leur noyau, soit au niveau du bras, c'est-à-dire les chromosomes. C'est que le noyau, au cours de l'interface, est composé de chromatine. Donc la chromatine contient de l'ADN. Et ici, on voit que les chromosomes qui sont colorés en vert, donc les chromosomes contiennent de l'ADN. Donc comme hypothèse, d'après les deux observations des cellules buccales colorées, on constate que l'ADN et les chromosomes se colorent tous les deux en vert, par le colorant vert de méthyle. Et on suppose alors que les chromosomes se composent d'ADN, c'est-à-dire l'acide désoxyribonucléique. Les résultats présentés par le document 2 confirment-ils? Alors, si on voit cette figure-là, on constate que le chromosome qu'on a ici, après avoir traité par des enzymes, on l'a disloqué, etc. Et bien sûr, il a libéré un long filament. Voilà, un long filament. Donc, on suppose que ce filament-là, c'est bien sûr l'ADN. Donc, le chromosome était formé de l'ADN. Les analyses chimiques confirment que le chromosome est constitué de protéines histoniques qui sont les histones, protéines non histoniques, c'est un squelette, et un long filament qui est le filament d'ADN, ce qui prouve l'hypothèse proposée, que l'ADN est composé d'ADN. Et 3. Expliquer. Donc, chacune de nos cellules contient 46 chromosomes, soit 1,8 mètres d'ADN sous forme de double hélice linéaire, et a la capacité de s'enrouler autour de protéines histones, formant des nucléosomes. Donc ça, c'est un nucléosome. Un nucléosome, c'est-à-dire l'ADN va s'enrouler autour de l'histone pour former un nucléosome. Dans l'ensemble, il se forme de colliers de perles. Donc si on voit ça, comme ça, voilà. Donc le brun, c'est l'ADN, et les points qui sont en noir, ce sont les nucléosomes. Un nucléosome, c'est l'histone, enfin ce sont des molécules d'ADN qui sont enroulées autour de histones. Et ça, c'est un collier de perles. Donc collier de perles qui peut s'enrouler sur lui-même, la chromatine, donc ça c'est la chromatine, qui va s'enrouler sur lui-même. C'est dans cet état que se trouvent les molécules d'ADN en interface. Donc en interface, on a la chromatine qui est composée de cette structure-là, c'est-à-dire un brin d'ADN enroulé autour des histones formant un collier de perles. En prophase, on passe de là vers là. Voilà ce qu'on appelle la chromatine. En prophase, qu'est-ce qu'on constate? Il va y avoir un enroulement successif, c'est-à-dire comme une spiralisation. Donc en prophase de mitose, les filaments d'ADN subissent un surenroulement qui se traduit par une augmentation de diamètre apparent et une diminution de longueur, et on dit que l'ADN est condensé. En métaphase, les chromosomes sont très condensés, bien individualisés, facilement observables au microscope optique métaphasique, constitué de deux chromatides, image F. Voilà. Donc voilà le chromosome, il est composé d'ADN qui était surcondensé, d'accord, pour former ce qu'on appelle un chromosome à deux chromatides. À la fin de la division, les chromosomes se décondensent, c'est-à-dire après avoir séparation et chaque chromatide vers un pôle, donc chaque chromatide au chromosome fils va se décondenser pour former de nouveau la chromatine et de nouveau bien sûr former le noyau. Donc on passe de la chromatine au chromosome par condensation, ce qu'on appelle aussi spiralisation, et à la fin de la mitose, le retour du chromosome à la chromatine se fait par décondensation ou déspiralisation. Ce qui est modifié, c'est seulement la structure. On passe de l'ADN, c'est-à-dire la chromatine, vers le chromosome par spiralisation, et le contraire par déspiralisation. Comme conclusion,
Le chromosome, donc le responsable du transfert de l'information génétique au cours de la division cellulaire, est composé d'ADN, qui est le principal composant de la chromatine et du chromosome, et est le support de l'information génétique. Donc, il y a une relation entre chromosome et ADN, et que l'information génétique existe tout le temps dans le noyau de la cellule, malgré la variation de son aspect lors des étapes du cycle cellulaire, c'est-à-dire interphase et mitose. En plus, l'information génétique est écrite sous forme de séquences de nucléotides. La cellule, le noyau, le chromosome, si on le voit de près, il va y avoir une spiralisation de la molécule d'ADN. Maintenant, on passe aux exercices. Alors, comme premier exercice, supposons un fragment d'ADN composé de 24 nucléotides et que le rapport T plus A, C plus G est égal à 1,4. En se basant sur ces données et les caractéristiques de l'ADN, déterminer le nombre de chaque type de nucléotides A, T, C et G qui composent ce fragment d'ADN. Si on considère que l'ADN est une chaîne simple de nucléotides, quelle sera la longueur théorique de ce fragment d'ADN, sachant que la longueur d'un nucléotide est 0,34 nanomètres. La mesure de la longueur réelle de ce fragment d'ADN a donné 4,08 nanomètres. Comparer la longueur réelle à la longueur théorique, que peut-on conclure de cette comparaison? Donc, prenez votre stylo, un bout de papier et essayez de répondre aux questions. Alors, première question. Quelle que soit l'origine de l'ADN, on a toujours A est égal à T et C est égal à G. Ainsi, d'après les données, le rapport A plus T, C plus G est égal à 1,4 veut dire que 2T, puisque A est égal à T, 2T est égal à 2G est égal à 1,4. Et ainsi, on peut voir T en fonction de G. Donc A, T est égal à 1,4 G. De même, leur somme, c'est-à-dire le nombre, est composé de 24 nucléotides. Le nombre, la somme de AT plus C et G est égale à 24. De même, 2T plus 2G est égal à 24. Et T plus G est égal à 12, d'où T est égal à 12 moins G. Voilà, on a ici deux équations. Et on les pose. 1,4 G est égal à 12 moins G. Et ainsi de suite. On fait l'opération qui est très facile à faire et on aboutit à G est égal à C est égal à 5. Puisque G est égal à C est égal à 5, donc 10, on élimine 10 de 24, il reste 12, donc les T et G sont 7. Donc la molécule qu'on a comporte 5G, 5C, 7A, 7T. La deuxième question, quelle sera la longueur théorique? La longueur théorique du fragment d'ADN est égale, puisqu'on a 24 nucléotides, on les multiplie avec la dimension qu'on a donnée ici, 0,34, et on a 8,16 nanomètres. Par contre, les mesures qu'on a ici donnent seulement 4,8. Si on compare, la longueur théorique du fragment d'ADN est le double de sa longueur réelle. Que peut-on conclure? On conclut que les 24 nucléotides ne forment pas une chaîne simple, mais plutôt deux chaînes parallèles face à face, de 12 nucléotides, ce qui confirme que l'ADN est une molécule hélicoïdale formée de deux brins de nucléotides antiparallèles, complémentaires et antiparallèles. Deuxième exercice, sous forme de QCM. Chaque item peut comporter une ou plusieurs réponses justes. Essayez de chercher vos réponses justes d'après vos connaissances acquises jusqu'à maintenant et après, comparez les résultats. Allez, à la prochaine vidéo concernant comment se fait la réplication de l'ADN.